Nous allons entamer à présent notre séquence thématique et je vous propose de commencer avec la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. La RSE, c'est quoi? La Commission européenne l'a définie de la sorte. C'est l'intégration volontaire par les entreprises des préoccupations sociales, environnementales, à leur activité commerciale et à leurs relations avec les parties prenantes. En clair, la RSE, c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Pour en parler, j'appelle Béatrice Duquesroy, membre du bureau de la Chambre nationale des commissaires de justice en charge de ce dossier, ainsi que 2 commissaires de justice dont l'étude est la première labellisée RSE par AFNOR et qui souhaitent partager avec nous leur expérience, Emmanuel Gassman et Gilles Pep, tous 2 commissaires de justice à la Cour d'appel de Nancy. Je vais commencer avec vous, Maître Duquesroy. Pourquoi une telle commission au sein de la Chambre ? RSE, Perrine. Si vous avez assisté hier à la table ronde, vous avez pu comprendre l'intérêt pour notre profession de s'intéresser à cette question. Madame la professeure Anne Frison-Roche vous a parlé de recherche de sens, de compliance, d'entreprise à mission, de conformité et d'éthique. On vous a parlé de juste équilibre entre le marché libéral et de la nécessité de le réguler. Les commissaires de justice, en leur qualité de tiers de confiance, ont un rôle à jouer pour apporter de la régulation et de la confiance. Notre nouvelle profession est en recherche de sens. La RSE peut vous permettre de retrouver du sens après cette crise sanitaire. Comment ? La RSE, ou responsabilité sociétale des entreprises, permet d'adopter des stratégies nouvelles, novatrices, pour améliorer la qualité de vie de vos employés, de vos partenaires, de vos clients, mais elle vous permettra aussi de vous interroger sur vos missions vis-à-vis des justiciables. S'intéresser à la RSE, c'est se situer au cœur de la société d'aujourd'hui. S'en désintéresser, c'est au contraire rester en dehors. Vu depuis le quotidien de vos études, cela ressemble un peu à de beaux discours. Vous pensez que c'est réservé aux grandes entreprises situées dans les grandes villes ou au secteur marchand. Détrompez-vous. Vous allez voir que ce genre de belles ambitions vous concerne et pour vous en faire la démonstration, je vais donner la parole à nos confrères Gilles et Emmanuel qui ont une étude située à Épinal et qui est labellisée RSE AFNOR. À vous. Alors, je vais présenter cette étude, merci beaucoup. Je vais présenter cette étude en quelques mots. Elle est composée d'une vingtaine de personnes. Vous avez une activité de recouvrement amiable sur le territoire national depuis plusieurs années et une projection effective sur 3 départements dans le cadre de vos missions de signification et de recouvrement. La pluralité de vos activités a nécessité très tôt différents types d'organisations internes et vous avez toujours priorisé la maîtrise de vos process. Vous avez donc d'ailleurs été certifié ISO 9001 dès 2016. Parallèlement, vous vous considérez comme un acteur économique à part entière du territoire. Votre étude anime depuis plusieurs années des actions à vocation sociale en lien avec les pouvoirs publics, avec le monde associatif et aussi avec une partie de la clientèle. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Oui, merci de nous recevoir. Je crois que vous avez bien présenté notre parcours. C'est vrai que de notre nature, de ces impératifs, on a très tôt fait des actions qualité, des actions RSE, mais au début de façon informelle et presque un peu inconsciente. Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Nous, on a très longtemps fait de la RSE véritablement sans l'intellectualiser, sans le savoir. Et c'est que seulement quand on a structuré un peu notre étude via notre système qualité qu'on est allé assez naturellement vers la labellisation. Mais le message qu'on veut porter avec Gilles aujourd'hui, ce n'est pas celui de la labellisation. C'est au contraire un message d'ouverture et de simplicité. Je crois que tous les commissaires de justice, quelle que soit leur taille, quel que soit leur territoire, peuvent avoir des apports immédiats à rentrer dans des postures, des actions sociétales, des actions RSE. Et l'ambition du label, ça doit être une ambition à embrasser qu'après un certain temps d'exercice, ça ne peut pas être une ambition initiale. Il faut d'abord, et on l'exprimera certainement tout à l'heure, chercher au plus près de soi quelles sont les actions sociétales qu'on peut faire. Voilà. Mais soyez assurés en tout cas que structuré ou pas, vous pouvez avoir un apport immédiat à vous lancer dans des actions sociétales, même peu structurées au début.
Vous avez préparé une présentation. Alors, on va commencer par le début. Qu'entendez-vous par la RSE? On a bien compris que la RSE, c'est une préoccupation contemporaine. On a abordé le sujet hier en table ronde, notamment devant les représentants des professions réglementées, monsieur le directeur des affaires civiles et du Sceau, et bien évidemment le directeur de la Haute Autorité de la concurrence. Préoccupations qui répondent à des injonctions de la société, qui font l'objet d'un cadre normatif, à savoir une directive européenne de 2011, une loi Pacte 2019 qui a transposé cette directive, avec un rayonnement dans l'ensemble de notre droit, et notamment notre droit civil. Bien évidemment, qu'est-ce qu'on entend par RSE? En fait, c'est de chercher à limiter les impacts négatifs de ces activités en cherchant à améliorer son environnement, qui soit naturel, par exemple, social, mais aussi humain. Et c'est en fait de réaliser un ensemble d'actions qui vont avoir pour mesure d'assumer une véritable responsabilité sociale, c'est-à-dire le bien-être des collaborateurs, une nouvelle gouvernance de gestion de l'entreprise, une responsabilité environnementale, la gestion à la fois des déchets, des problématiques de gestion des consommations et des mobilités, et puis une responsabilité éthique, c'est d'avoir de véritables valeurs de transparence, d'intégrité, mais aussi de respect de la réglementation et de la conformité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la RSE, ça doit se faire sur une base volontaire, dans une certaine liberté, parce que les actions, c'est vous qui les créez, quand bien même elles sont enfermées dans un champ d'application. Comment votre profession peut-elle peser sur ces problématiques ? Alors, on est invité sur les thématiques RSE ou confronté aux enjeux parfois RSE, suivant plusieurs vecteurs. Mais j'aimerais dire au préalable qu'aujourd'hui, la RSE, ça s'impose à nous comme ça s'impose à tous. Dans la société, la RSE diffuse de façon verticale, horizontale, si vous voulez, tous les niveaux, que ce soit au niveau des acteurs les plus importants, comme les multinationales, mais aussi au stade de l'individu ou des familles, que ce soit au stade du consommateur ou du producteur. Et même les formations, je lisais la semaine dernière, les formations initiales, les formations continues vont être enrichies de modules RSE qu'il faudra réussir pour obtenir son diplôme. Donc c'est un enjeu collectif. Et l'image de Pierre Rabhi du colibri, ce petit oiseau qui vient déposer sa goutte pour éteindre l'incendie et qui n'arrivera pas évidemment tout seul à éteindre l'incendie, c'est la bonne image, je crois. C'est-à-dire que les commissaires de justice doivent rentrer dans une démarche RSE sans avoir la prétention de transformer à eux seuls la société, mais ils feront leur part. Bon. Alors comment on est confronté aux enjeux, aux thématiques RSE quand on est commissaire de justice? Eh bien, pratiquement à tous les niveaux, que ce soit au niveau du fonctionnement de sa structure, la gestion du personnel, l'intellectualisation de ses fournisseurs, ses consommations, même son leadership, au sens où on prévoit une stratégie, on planifie nos investissements. Également, et j'en parlerai tout à l'heure, au niveau des rapports de clientèle, des appels d'offres ou de la coloration RSE que vous pouvez donner à vos offres. Mais je crois qu'on arrive au RSE de la façon la plus simple possible. On a quand même des missions très singulières, des missions qui sont orientées sur l'être humain, sur le justiciable. Et ça nous donne non seulement une aisance, mais aussi une crédibilité dans la société pour se lancer sur les premières actions finalement les plus exaltantes, qui sont celles tournées vers l'humain et l'éthique. Il y a un apport concret pour vos entreprises ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la nature même de nos missions fait que la préoccupation principale, c'est l'être humain. Et cette préoccupation veut que le commissaire de justice soit un acteur de l'exclusion, dans l'idée du public. On est un acteur de l'exclusion, alors qu'en réalité, on est un véritable acteur de l'inclusion. Et on est vraiment sensibilisé aux personnes avec lesquelles nous sommes en contact. Et notre étude, elle s'est toujours considérée comme une entreprise citoyenne et a mené de nombreuses missions sur le territoire en lien avec des associations, et notamment la Fondation Agir contre l'exclusion,
Nous avons mené des actions pour l'emploi. Nous avons par exemple accompagné dans le cadre de dispositifs Objectif Job une personne en recherche d'emploi qui était très loin de l'emploi et nous avons permis à lui justement à la réinsérer dans le monde du travail. Nous avons mené des missions d'inclusion qui ont permis à l'accueil d'un mineur non accompagné, mais aussi à faire des formations dans des écoles, des établissements scolaires à destination, par exemple, d'un public de 3e ou de lycée, en vue de les préparer à des entretiens d'embauche, à des entretiens de stage, mais aussi au savoir-être en entreprise, par exemple. On a financé pour un handicapé, un CV pour une personne à mobilité réduite et un autre pour une personne sourde et malentendante. Alors expliquez-nous un petit peu le mode d'emploi, la démarche, comment commencer? Alors, avant de parler des problèmes de gamelle et bidon, comme on dit dans les armées, savoir commencer, j'aimerais poursuivre sur quelque chose qui intéresse, à mon avis, beaucoup la profession, qui est le rapport à la clientèle, le RSE et le rapport à la clientèle. Aujourd'hui, les appels d'offres que des institutionnels, des plus grands donneurs d'ordre, qu'ils soient publics ou privés, ont tous des éléments d'évaluation basés sur des thématiques RSE. Tous ces grands donneurs d'ordre se sont engagés personnellement à participer aux thématiques RSE, à participer de façon collective à la mutation de la société. Et qui dit mutation de la société dit aussi mutation du marché économique et mutation des modalités de souscription. Le Code de la commande publique prévoit depuis une loi d'août 2021 justement l'obligation de rentrer certains critères d'évaluation dans les appels d'offres sur des thèmes RSE. Toutes les grands institutionnels privés aussi mettent ces critères d'évaluation à l'intérieur. Pour vous donner juste un exemple, on a répondu à un appel d'offres assez important depuis septembre pour l'étude, et on nous posait une question extrêmement précise sur la RSE. Il ne s'agissait pas de savoir quelle était notre posture générale sur la RSE, si on était bienveillant sur les thématiques RSE, mais la question c'était « Que faites-vous en matière d'inclusion des personnes en situation de handicap ?» Très concrètement, on a dû présenter l'association, les CV pour les sourds et aveugles, etc. Donc c'est sûr que ces modules RSE ne vous permettront pas à eux seuls de souscrire, de gagner ces appels d'offres. Par contre, si vous avez une position, une absence de réponse ou une réponse insatisfaisante, aujourd'hui, vous commencez à être mis sur la touche pour ces appels d'offres. Donc ça, c'est important. Et de façon plus générale, dans vos études, quand vous établissez des offres à ceux qui poussent la porte de l'étude ou à vos clients réguliers, vous pouvez colorer vos offres de thèmes RSE auprès de la clientèle en ayant, pour prendre une métaphore médicale, un rapport de prévention, d'explication. C'est toujours une pathologie juridique. Quand ils poussent la porte de l'étude, essayez de monter en amont chez vos clients, faire des formations, les aider à discerner pour que se réitère le moins possible ce genre c'est d'accompagner le créancier. Mais surtout, c'est aussi d'accompagner, et ça c'est peut-être plus étonnant, mais d'accompagner le justiciable au-delà de nos simples obligations légales et déontologiques. Le justiciable que je ne considère pas comme un consommateur, parce que aider le créancier, c'est une politique d'amélioration continue, de défense du consommateur. Si le justiciable n'est pas un consommateur, vous pouvez quand même porter une coloration RSE sur le travail que vous faites proche du justiciable. Certains confrères créent aujourd'hui des extranets débiteurs pour qu'ils puissent se connecter et puis voir en temps réel leur décompte. Mais nous, on a travaillé par exemple pour un gros PHLM, où en fait, on nous envoyait du travail à la pige, des actes, et pour ceux qui ne sont pas commissaires de justice, au bout du 5e ou 6e, c'est l'expulsion. Et donc on s'engageait à faire un travail au-delà de nos simples obligations juridiques ou déontologiques, en suivant, en prenant du temps, en s'asseyant à la table de la cuisine du débiteur pour comprendre la pathologie du débiteur, à mettre en relation le débiteur avec des prestataires dans l'OPHLM, qui est l'assistante sociale, en discernant des fragilités, etc. Donc ça, c'est du temps que vous pouvez consacrer aussi aux justiciables. Et donc pour en revenir juste à la première question que vous posiez, qui était comment on peut être confronté à ces TNT RSE, comment on peut peser sur de telles problématiques, eh ben, on peut y peser effectivement par notre nature, liée à la nature de nos missions, auprès de nos clients, mais aussi au niveau du fonctionnement de l'étude, et notamment sur le premier pôle, qui est la gestion du personnel. Pour ce qui concerne la gestion du personnel, il y a tout un ensemble d'actions qu'on peut mettre en place, des actions relativement simples. Tout d'abord, rassurer l'ensemble de son personnel, lui donner du sens dans les missions de travail qu'on lui confie, tout simplement en établissement des fiches de fonction, mais aussi l'élaboration d'une
hiérarchie, excusez-moi, je parle le terme exact, un système managérial voilà, élaboré. Ça permet quand même de rassurer ses collaborateurs. Ce qui est très important, un deuxième point, c'est la formation, des actions de formation de toute nature. Bien évidemment, il y a des formations techniques, mais pas que. Des formations, par exemple, sur le stress. On a été amené à animer ce type de formation avec une psychologue du travail qui a permis aux collaborateurs d'appréhender la problématique du stress. On a aussi mis en place un système de gouvernance un peu plus ouvert avec nos collaborateurs en mettant en route des référendums. On a mis en place un référendum en 2022 qui portait sur les questions de mobilité et en 2023, on va mettre en place un référendum qui va porter sur la question du télétravail. En fait, tout ça est vraiment, ces ensembles d'actions-là vont nous permettre d'entretenir un dialogue sain et serein avec l'ensemble de nos collaborateurs pour les fidéliser et les garder au sein de nos structures. Voilà. Et on n'est pas obligé d'être non plus une entreprise industrielle pour discerner ses fournisseurs. On a tous des fournisseurs à l'étude et la RSE vous pousse à avoir des achats responsables. Il s'agit de discerner l'ensemble de vos fournisseurs et quand c'est des fournisseurs nationaux, de collecter leur politique RSE sur laquelle ils témoignent, ils communiquent pour les rapprocher de vos propres valeurs RSE. Et c'est d'ailleurs parfois même sur de grandes maisons où vous pouvez être en désaccord avec certaines positions de gros fournisseurs. Et puis au niveau des fournisseurs locaux, vous serez étonné de voir à quel point vous allez avoir une réponse positive du serrurier, de celui qui vous fournit les consommables, et vous allez fixer des critères d'évaluation, envoyer des chartes à ces fournisseurs, des questionnaires, pour les aider aussi à participer à cet effort collectif de transformation de la société sur les enjeux sociétaux. Et puis, dans une notion de redevabilité, vous vous engagez également à être attentif à leurs activités, et puis à les traiter correctement. On state par exemple à l'étude nos délais de paiement des factures. Voilà. On a eu des vraies aventures avec les fournisseurs. Notre fournisseur de consommables aujourd'hui est rentré dans une vraie politique de référencement avec l'étude. On ne consomme que des biens recyclés, recyclables ou ayant des labels, on state tout ça, etc. Donc c'est sur la base des fournisseurs. Il y a aussi à faire au niveau du RSE. Et puis comme toute entreprise, même entreprise de service, on consomme, on rejette, et puis nous on se déplace beaucoup, donc beaucoup de mobilité. Donc on essaye d'intellectualiser nos consommations, de maîtriser nos rejets, d'en améliorer la qualité, et puis d'avoir une vraie politique efficiente de mobilité. Et quand vous avez une vraie politique efficiente de mobilité sur des critères éco-responsables, vous apercevez que vous gagnez de l'argent aussi dans les études, parce que vous pensez mieux vos tournées de façon plus efficiente. Pour répondre concrètement à ce que disait Perrine sur l'apport concret, c'est plus une opportunité qu'une contrainte. Il faut vraiment l'envisager, la RSE, dans cette manière-là. Parce qu'en fait, on se forge vraiment une identité sociale. C'est le bien-être des collaborateurs. C'est bien évidemment, on se rend plus attractif pour recruter de jeunes talents. On fidélise ses collaborateurs. C'est aussi créer une identité éthique, c'est-à-dire ça conforte la crédibilité vis-à-vis de ses parties prenantes et notamment auprès du justiciable, à travers les actions qu'on a évoquées avec vous précédemment par Emmanuel. Et puis c'est une identité aussi environnementale et sociétale, c'est-à-dire prendre en compte les problématiques effectivement climatiques aujourd'hui, mais aussi de tout un ensemble de missions à vocation à inclure les personnes. Et donc, toute cette identité, elle vous permet d'avoir une meilleure image et une meilleure réputation auprès de vos parties prenantes. Une dernière question, quelles sont les finalités de ce cheminement? Les finalités, c'est l'identité, oui. C'est l'acquisition de ces différentes identités. J'aimerais parler aussi du leadership de l'étude. On arrive sur ces enjeux sociétaux aussi sur nos actions de dirigeants d'entreprise, si vous voulez. Quand on prévoit notre stratégie ou quand on planifie nos investissements, on peut avoir posé aussi une grille RSE sur nos actions qui ne sont pas forcément des commandes au début sur des thèmes purement RSE. Est-ce que quand je dirige mon entreprise, je suis dans le cadre de ma politique RSE, est-ce que je la fais progresser, etc. On est amené à s'intéresser aux enjeux de la société et puis à discerner et à nourrir notre stratégie en fonction de ce qu'on peut collecter de ces différentes veilles pour soit se mettre en conformité sur les problématiques, par exemple, de réglementation des données, ou etc., ou carrément créer, et c'est ça la finalité, c'est les identités que viennent de citer Gilles, en se créant une singularité par ces investissements. Donc la stratégie et l'investissement
se met aussi au service de la création de ces identités très particulières. Voilà. La finalité, en 2 mots, c'est tout simplement s'intéresser au développement durable, c'est être, comme l'a dit Béatrice tout à l'heure, au cœur de la société et pas être à côté. Ça doit se faire avec beaucoup de plaisir et aussi donner du sens à ce qu'on fait, parce que dans un monde chamboulé, comme on le connaît aujourd'hui, avec la crise énergétique, la situation post-Covid, on a envie chacun pour soi de donner un sens à sa vie, mais on a aussi envie de donner un sens à son entreprise, à sa société. Et tout ça participe au bien-être de tout le monde et on a le sentiment de faire partie d'une communauté d'intérêt, une communauté peut-être un peu vertueuse. Merci. Donner du sens, ça rejoint ce que disait l'amiral hier en ouverture de ce congrès. Merci à tous les deux pour ce partage d'expérience. Vous avez peut-être, Président Santoir, vous vouliez réagir ? Juste vous dire, je ne veux pas passer pour un fou, mais cette démarche responsable, sociale et environnementale, bientôt, ce sera l'obligation. Si vous, les commissaires de justice, ne faites pas ces démarches-là, vous ne pourrez plus passer les appels d'offres. Ce n'est pas demain, mais c'est presque après-demain. Soyez vraiment attentifs à ce qui vient d'être dit, parce que ce sera bientôt dans le cadre de la loi. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie infiniment. Une question, il y a une question. Ça suscite peut-être, d'ailleurs, parmi vous, peut-être des questions, des remarques, des réflexions. Vous souhaitez partager ? Oui. Alors, peut-être donner le micro là-bas. Merci. D'accord, je vais me présenter. Stéphane Bogen de Nantes. Ceci dit, actuellement, on a vraiment tous d'énormes problèmes de rentabilité. On vend plus souvent qu'à notre tour des assignations à 18, je crois que j'ai regardé 18,09 €. Alors comment, dans ces conditions, faire réellement du RSE ? Oui. C'est une question centrale, hein. C'est vraiment la question qui n'est pas taboue qu'il faut se poser. Si j'étais politique, je vous remercierais de me l'avoir posée. C'est vraiment, alors clairement oui, quand on travaille pour un client institutionnel. Si la question c'est peut-on être à l'équilibre économique en colorant ses offres avec des enjeux RSE, clairement oui, quand on travaille pour des institutionnels. Bon, pourquoi ? Parce que vous gagnez en fidélité et bien souvent vous avez un surcroît de confiance qui vous amène à intervenir sur une zone géographique plus large ou sur des nouvelles thématiques, et puis vous fidélisez le client, ce qui est aujourd'hui quand même déjà pas mal. Par contre, je vais retourner ta question, si je peux me permettre de tutoyer en tant que confrère, je vais te retourner la question sur le client qui n'est pas institutionnel. Le client qui n'est pas institutionnel à 18 € l'acte, tu vois, pour reprendre les enjeux RSE qu'on met sur cet OPHLM qui nous donne des actes à la pige, c'est clairement beaucoup plus difficile. Et là, la question de l'intellectualisation du tarif a tout son sens. Mais je vais retourner ta question en disant, finalement, ça a tout son sens pour qui ? Aujourd'hui, on veut nous présenter le justiciable comme un consommateur, ce qui ouvre pas mal de problématiques juridiques. Mais si on prend le justiciable comme un consommateur, dans tous les cas, ici, on est tous d'accord, on le prend comme un être humain, avec un traitement respectueux. Eh bien oui, je vais avoir plus de mal à mettre cette même coloration RSE, ce même investissement sur le locataire qui, malheureusement, sans cynisme, entre guillemets, n'a pas la chance d'avoir un créancier institutionnel. Et là, peut-être que ta réflexion prend tout son sens. J'ai mon opinion en tant que commissaire de justice des Vosges. Maintenant, il ne m'appartient pas de plaider le tarif. Merci.